Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à découvrir, apprendre ou approfondir des notions de base en cyber. Alors aujourd'hui, on va continuer la série qu'on avait entamée dans la dernière vidéo. Je vous redonne vite fait le scénario. On suit deux personnages, Julien qui est un développeur web débutant, qui a été recruté par une grande banque, le Crédit Général Populaire, pour développer leur site web. Et puis John, qui est un auditeur en cybersécurité, qui va être chargé de vérifier que Julien n'a pas fait n'importe quoi et surtout qu'il n'a pas laissé traîner par mégarde quelques failles de sécurité. Donc pour rappel, hein, tous les personnages, les sociétés, les noms, les logos ou n'importe quelle autre information de ces vidéos sont totalement inventées et fictives, hein, je les ai créées pour l'exercice. Donc, petit rappel aussi, dans la vidéo précédente, on avait suivi le travail de Julien qui avait déjà développé une page de login, la page d'affichage des comptes. Et d'ailleurs, notre ami Julien a un petit peu amélioré cette page puisque la dernière fois, on avait juste créé un tableau HTML pas très joli. Là, il l'a rendu un petit peu plus professionnel. Mais il n'a touché que l'IHM, donc l'interface homme-machine. Il n'a absolument pas touché à la logique sous-jacente. Il n'a rien corrigé. Et j'espère qu'il n'a pas introduit de nouvelles failles d'ailleurs. Ok, donc aujourd'hui on va passer la main à John et regarder s'il trouve des failles de sécurité. Dernière petite information, pour que John puisse naviguer sur le site, Julien lui a gentiment créé un compte dont le login est John et le mot de passe est John aussi. Ok, donc c'est parti, on se met à la place de John, on va sur le site et eh bien on va essayer de se connecter pour voir ce que ça donne. Ok, alors cet avertissement nous indique simplement que le mot de passe qui a été saisi, donc John, est un mot de passe trop facile, qui existe dans des fichiers utilisés pour faire du brute forcing de mots de passe. Bon, on pouvait s'en douter, hein, John, c'est pas du tout un mot de passe sécurisé. Ok, alors bon bah là John il s'est connecté, ok, il peut consulter ses comptes, donc vous voyez c'est un petit peu plus joli que ce qu'on avait fait précédemment, hein, où il y avait juste un petit tableau. Euh, Mais d'un point de vue de cybersécurité, ce n'est pas la beauté du site qui nous intéresse. Et là, il y a justement un élément qui nous saute aux yeux, c'est l'URL. Parce que dans l'URL, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le paramètre ID utilisateur qui est passé. On peut donc se douter assez facilement que l'ID d'utilisateur, c'est nous-mêmes, hein, c'est John, puisqu'on s'est connecté en tant que John, et que donc notre ID c'est 11. Ben, moi, quand je vois ça, j'ai une furieuse envie d'essayer de changer. Et pourquoi on ne mettrait pas 10 par exemple? Et bien voilà, ça a marché. Et vous avez vu, là, j'ai les comptes de quelqu'un d'autre. Donc si je vais sur 1, et ben j'ai les comptes encore d'une autre personne. Donc là, on est devant une faille assez catastrophique, puisque n'importe qui serait connecté sur le site peut finalement aller visiter et consulter les comptes de n'importe quelle autre personne en mettant simplement son ID dans l'URL. On pourrait même imaginer un petit programme qui boucle, qui automatise donc la consultation de toutes les pages pour tous les ID et qui récupère les soldes et les numéros de compte de tous les comptes. Donc là, c'est bien sûr une faille catastrophique. Alors cette faille, elle est assez classique et elle porte un nom, c'est une faille de type IDOR, IDOR, comme Insecure Direct Object Reference. Tout simplement parce que dans l'URL, on fait référence à un objet, donc là c'est l'utilisateur, c'est une référence directe, hein, c'est vraiment l'ID de l'utilisateur en base, et malheureusement de façon non sécurisée. Il n'y a aucun contrôle derrière pour s'assurer que la personne qui est en train de consulter la page concernant l'ID utilisateur numéro 1 est bien la personne qui porte l'ID numéro 1 et que donc elle a bien le droit, elle est bien légitime. Là, il n'y a visiblement aucun contrôle puisque je peux aller, moi je suis numéro 11, hein, je suis John, et je peux aller consulter la page de n'importe qui d'autre. Ok, donc ça c'est déjà une première faille. Et d'ailleurs, on pourrait pousser un petit peu plus loin la maltraitance de ce site en se disant, bah, plutôt que mettre un nombre, qu'est-ce qui se passe si je mettais par exemple une lettre? Voilà, alors là, on a un autre problème. On a une mauvaise gestion des erreurs. C'est en fait un double problème. Il y a un problème d'un point de vue image pour la banque, parce que c'est inacceptable pour un utilisateur qui consulte ses comptes de voir comme ça une erreur très technique s'afficher.
c'est moche, enfin ça fait pas sérieux. Mais d'un point de vue cybersécurité, euh, c'est encore plus grave, parce que si vous regardez bien, dans le message d'erreur, on donne des informations très importantes. En particulier, on va donner la structure de la base, puisqu'on va indiquer le nom de la table, on va indiquer le nom de la colonne, on indique même carrément toute la requête. Et ça, c'est vraiment du pain béni pour des attaquants. Ce sont des informations très précieuses qui peuvent servir à monter des attaques beaucoup plus élaborées. Donc, surtout, dans les messages d'erreur, il faut bien veiller à ne pas laisser fuiter d'informations pertinentes pour un attaquant. Et il faut essayer de trapper l'erreur technique, la remplacer juste par un message un peu générique, erreur, voilà, c'est tout. Et les détails techniques, on ne les affiche surtout pas aux clients. Ok, bon, ça fait déjà 2 points assez graves. Revenons ici sur le site. Voilà, donc je viens de me connecter. Alors quelque chose de très important comme ça quand on est sur un site qui contient des pages privées, c'est comment on s'assure que la personne qui consulte la page est bien identifiée, qu'elle a bien saisi à un moment donné son login et son password. Alors là, je vous renvoie sur une des toutes premières vidéos que j'avais faites par rapport au cookie de session, où j'expliquais comment le navigateur et le serveur allaient s'échanger un cookie de session, et comme ça permettait à l'utilisateur de consulter des pages privées en ne ressaisissant pas à chaque fois son login et son mot de passe. Bon, ben, on va regarder comment est géré le cookie de session. Donc rappelez-vous, on va dans l'outil ici, voilà, dans l'onglet Network, je rafraîchis ma page pour regarder les données qui transitent. On voit ici l'appel à la page, ok, très bien, donc on a appelé cette URL, on a fait un GET, on a reçu un code 200 qui veut dire que tout s'est bien passé, c'est super. Alors vous voyez au passage qu'il a plein d'informations très utiles pour un attaquant. On voit que le serveur web c'est de la page, on voit qu'il utilise telle version, on voit la version de PHP, on voit plein de choses très intéressantes. Par contre, il n'y a aucune directive set cookie. Alors du coup, moi je me dis, mais comment est-ce que le site sait que la personne est identifiée? Il n'y a pas de cookie, il n'y a rien. Peut-être quelque chose dans le code source. Alors on va regarder le code source de la page. Moi je ne vois pas de cookie de session ou d'informations qui seraient transmises au serveur pour identifier la personne. Et pourtant on a bien la page. Alors ça c'est un petit peu bizarre. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais copier l'URL et je vais aller dans un autre navigateur, donc Edge, en plus dans une session private. Donc là, normalement, il n'y a aucun cookie, il n'y a rien. Je ne me suis pas du tout connecté au site. Et on va essayer de voir si j'ai accès. Eh bien oui, on a accès. Donc là, on est devant une deuxième faille qui est catastrophique. Parce qu'en fait, c'est même pas une faille, c'est juste une absence totale de sécurité. Le login password est vérifié quand on se connecte directement sur la page login. Mais après, les pages du site ne sont pas du tout, ne font aucun contrôle et elles sont pas du tout protégées. Elles sont en libre accès finalement. Il suffit de connaître l'URL et n'importe qui peut y avoir accès, qu'il ait un compte ou pas dans la banque d'ailleurs. Donc évidemment, c'est un problème catastrophique aussi qu'il va falloir remonter à notre ami Julien. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la première passe parce que il y a déjà trop de problèmes bloquants. On va signaler tout ça à Julien. Donc je rappelle, il y a 3 problèmes. Une faille de type IDOR où on peut accéder facilement et de façon non sécurisée à n'importe quel compte de n'importe qui simplement en modifiant le paramètre ID utilisateur dans l'URL. On a une mauvaise gestion d'erreur parce que quand on met une valeur inattendue pour ce paramètre, ou d'ailleurs quand on ne met pas de valeur, si on ne passe pas le paramètre, voilà, on a aussi une erreur. Donc là, on donne trop d'informations à un éventuel pirate, il pourra s'en servir pour attaquer le site. Et enfin, peut-être la pire de toutes, c'est que finalement les pages ne sont pas du tout sécurisées, puisqu'il suffit de connaître l'URL pour pouvoir s'y connecter. Ok, eh bien on va informer Julien de tout ça, et il a du pain sur la planche. Ok, donc on reprend notre casquette de Julien. On vient de se faire remonter sévèrement les bretelles par John, parce que notre site est une vraie passoire au niveau de la sécurité. Donc on va essayer d'adresser les 3 points qu'il nous a remontés.
Et on va commencer peut-être par le plus grave, c'est-à-dire la gestion de session. Alors notre stratégie, ça va être la suivante. Euh, Lors de l'authentification, donc dans la page de contrôle de l'identifiant, si l'authentification réussit, on va créer une session que l'on va stocker en base de données. Et puis, en échange, on va envoyer à l'utilisateur un cookie de session. Ce cookie de session sera envoyé automatiquement par le navigateur au serveur à chaque fois que le navigateur demandera une page. Et du coup, dans nos pages privées, on vérifiera si le cookie il est bien seté, s'il est bien valide, s'il existe bien en base. Si oui, alors on laissera passer l'utilisateur. Et sinon, eh bien dans ce cas-là, on le redirigera vers la page de login. Alors, la première chose à faire, ça va être de créer notre table session pour stocker nos sessions. Et je vous ai préparé le petit script SQL qui fait ça et que je vais exécuter dans PHP MyAdmin. Voilà, donc maintenant dans notre base de données qui s'appelait banque, on a compte et utilisateur. Ça, c'était les tables qu'on avait créées la dernière fois, plus la table session. Pour l'instant, elle est vide. Et quand on regarde sa structure, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors, on a un champ ID qui est la clé primaire. Ça, c'est comme pour les autres tables. À ceci près que ici, je lui ai rajouté un attribut auto-incrémente. Ça veut dire que c'est MySQL qui va à chaque fois valoriser, c'est en fait un numéro de séquence. Il va valoriser ce champ-là, d'abord avec 1, puis 2, puis 3, puis 4, et il va incrémenter à chaque fois. Du coup, quand on fera des insertions dans cette table, on n'aura pas besoin de préciser la valeur à insérer dans cette colonne. C'est MySQL qui va calculer automatiquement, et ça garantira l'unicité au niveau de la base de données. Ensuite, on aura notre Session ID, donc la fameuse valeur qu'on va renvoyer dans le cookie. Je l'ai mis sur du varchar de 32, c'est-à-dire une chaîne de caractères sur 32 positions, et on verra comment le générer aléatoirement tout à l'heure dans le code. Une session est bien sûr attachée à un utilisateur, c'est pour ça qu'il y a une colonne ID utilisateur qui va permettre de pointer vers la table utilisateur. Et enfin, on avait vu dans une des toutes premières vidéos aussi que les sessions, il fallait faire très attention à leur donner une date d'expiration. C'est parce que si une session reste valide ad vitam aeternam, ou ne serait-ce que très longtemps, eh bien quelqu'un qui passerait derrière vous sur un ordinateur public, dans un cybercafé ou la salle informatique de l'université ou quelque chose comme ça, pourrait peut-être récupérer votre cookie de session qui serait encore valide et du coup se faire passer pour vous sans avoir à connaître votre login password. Du coup, nous, on va mettre une date d'expiration euh, à notre session. OK. Alors maintenant, eh bien, il faut retourner dans notre code pour travailler. Ce qu'on va faire, c'est que, comme on avait fait là pour toutes les fonctions qui concernaient la base de données, alors bon, là, il n'y avait pas vraiment de fonction, mais on va créer un fichier spécifique pour la gestion de session qu'on va appeler session.php. Alors, c'est parti, créons-le tout de suite, et puis après, on va regarder quelles fonctions on doit développer. Donc, comme d'habitude, je lui indique que c'est du PHP. Je vais déjà le sauvegarder. Donc je vais dans mon projet WAMP www.bank et je l'appelle session.php. Voilà, et c'est là que je vais développer toutes les fonctions pour gérer mes sessions. Après, on fera comme pour db.php, on inclura dans les pages qui en ont besoin le fichier session.php et on pourra utiliser les fonctions. Alors, on va avoir besoin de deux fonctions. D'abord, une fonction création de session. Et puis ensuite, une fonction qui nous permettra de vérifier qu'une section existe bien. Alors allons-y. Le mot-clé pour créer des fonctions en PHP, c'est function, tout simplement. Donc on va appeler une fonction qui s'appelle création session. On verra les paramètres qu'on va lui donner. Et puis donc, on aura une autre fonction qui va s'appeler vérifier session. Vérifier session. Et on verra aussi les paramètres qu'on lui passera tout à l'heure. Ok, alors c'est parti. Au niveau de la création de session, comme je vous ai dit tout à l'heure en base de données, il faut qu'on valorise le session ID et pour ça, on va tirer au sort une chaîne de caractères de 32 caractères. Comment faire ça? Eh bien, on a une fonction
Donc, je vais dire que la variable session ID vaut bin to x. Ça, c'est une fonction qui va transformer un ensemble de binaires en une chaîne d'hexadécimales. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire random byte de 16. Random bytes, pardon, de 16. Alors, que fait cette fonction? Random byte, random c'est aléatoire, byte, rappelez-vous, c'est les octets. Ça va me générer une chaîne aléatoire de 16 octets. Or, un octet, donc c'est 8 bits, on sait que c'est codé en hexadécimal sur deux chiffres hexadécimaux, donc de 0 à 9 et de A à F. Du coup, les 16 octets là vont me donner une chaîne de caractères en hexadécimal de 32. 32 caractères avec que des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. C'est cette chaîne-là qu'on va considérer être notre session ID et qu'on va stocker en base. Ok, alors ensuite, comment on écrit en base? Donc, on écrit requête de, on peut l'appeler comme on veut, mais moi je vais l'appeler par exemple requête création. Et ici, on va mettre notre requête SQL. Alors rappelez-vous, pour insérer des données en base, on fait un insert into, on précise le nom des colonnes et les valeurs qu'on veut mettre dedans. Comme on va insérer dans la table session, il faut le préciser ici. Alors, normalement, on met toutes les colonnes, mais je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin de mettre la colonne ID. Donc, on va juste mettre les colonnes Session ID, ID utilisateur, et puis date expiration. Date expiration. Au niveau des valeurs, donc pareil, on ne met rien pour ID puisque c'est calculé automatiquement. Par contre, on va mettre la valeur de notre Session ID, qu'on vient de calculer juste avant. On va mettre, alors, c'est là qu'il va nous manquer une information. Nous, on aimerait bien mettre l'ID d'utilisateur, mais on ne l'a pas. Et donc, on va demander à ce qu'il nous soit passé en paramètre. Comme ça, celui qui appelle la fonction création de session, il nous passera l'ID de l'utilisateur pour lequel on crée la session, ce qui est finalement très logique. Et maintenant, il reste à gérer la date. Alors, en MySQL, on a une fonction qui s'appelle now, qui donne la date de maintenant. Sauf que nous, on aimerait bien que notre session elle soit valide, par exemple, 1 heure. Donc, on va dire que la date d'expiration, c'est maintenant plus 1 heure. Et pour faire ça, la syntaxe, c'est now, pour dire maintenant, plus intervalle 1 hour. Donc, il va ajouter 1 heure à la date de maintenant. Voilà, donc on a notre requête SQL. Mais du coup, maintenant il faut la jouer cette requête. Alors, pour jouer cette requête, rappelez-vous, on utilise le fameux PDO qu'on avait créé dans db.php. Donc je fais PDO et je lui dis tout simplement exécute la requête. Voilà. Sauf que ici, on ne connaît pas la variable PDO. Donc là, c'est pareil, il va falloir passer en paramètre la variable PDO qui aura été créée précédemment. Et là, on est bon. Alors, par contre, on va juste stocker le résultat de ça qui est le nombre de lignes créées. Alors, normalement, il n'y en a qu'une seule, hein, on est d'accord. Et on n'est pas censé créer plusieurs lignes. Et bien justement, on va faire un petit check. On va dire, alors il n'y en a qu'une seule, ou éventuellement il peut y en avoir 0 si jamais il y a eu un problème. Donc on va dire si le nombre de lignes créées est égal à 1, alors on est content et on retourne l'ID de session qui a été créée. Voilà, donc je retourne l'ID de session. Alors pourquoi on le retourne? C'est parce que eh bien, on va le transmettre au navigateur dans un cookie. Et si on continue, c'est qu'on n'est pas passé dans ce if. Sinon, là, on arrête, on sort de la fonction. Mais si jamais on continue, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc, on va faire un return nul. Comme ça, le programme qui appelle cette fonction pourra vérifier
Si c'est nul, c'est qu'il y a eu un problème, et sinon, c'est qu'on a réussi à créer la session en base de données. Ok, alors il y a juste un petit truc qu'on pourrait ajouter, c'est que comme on n'a pas de bouton se déconnecter qui permettrait de détruire la session quand le client quitte le site, ou même d'ailleurs, même si on avait ce lien-là, il est possible que le client ferme son navigateur sans cliquer sur le bouton se déconnecter. Alors du coup, le problème, c'est que s'il fait ça, eh bien, il va avoir tout plein de sessions. Alors certes, elles seront certainement expirées, mais on aura plein de lignes dans notre base qui seront totalement inutiles. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que quand on crée une session pour un utilisateur, on peut supprimer les anciennes sessions qu'il avait. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, je mets un petit commentaire, nettoyage des anciennes sessions. Et pour faire ça, eh bien, on va utiliser une requête delete. Donc, par exemple, je l'appelle requête suppression. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire delete from la table session where. Alors, rappelez-vous, hein, surtout, il ne faut pas se tromper sur la clause where, sinon on peut tout effacer, ce qui est fort dommage. Et donc là, on va supprimer toutes les sessions qui appartiennent à notre utilisateur. Voilà, et derrière, on lui en créera une nouvelle. Alors, comme tout à l'heure, il faut bien sûr exécuter la requête, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc le nombre de lignes supprimées, ce sera le résultat de l'exécution de la requête de suppression. Et voilà, donc là, normalement, on est bon pour la création de session. On va donc passer à la fonction de vérification de la session. Alors, la fonction de vérification de session, elle va devoir vérifier que la session existe, mais aussi qu'elle n'est pas expirée. Alors, c'est parti, faisons ça. Notre requête, comme d'habitude. On va donc sélectionner dans la table session, on va sélectionner par exemple l'ID d'utilisateur. On pourrait sélectionner tout ou autre chose, mais peut-être ID d'utilisateur c'est une bonne idée et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. On va sélectionner dans la table session et dans la clause where, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vérifier que l'ID de session euh, que l'on doit vérifier existe bien. Donc, session ID égale $session ID. Du coup, comme tout à l'heure, eh bien, on a besoin de recevoir en entrée de cette fonction le session ID. Et puis d'ailleurs, on a aussi besoin de recevoir le PDO parce qu'on va exécuter la requête. Voilà, donc ça, c'est les deux variables d'entrée nécessaires. Et là, c'est pas tout, parce que là, on vérifie si la session existe, mais maintenant, il faut vérifier qu'elle soit encore valide. Pour faire ça, on va simplement comparer la date d'expiration avec maintenant. Et la date d'expiration doit être plus grande que maintenant, c'est-à-dire ultérieure à l'instant présent. Voilà, tout simplement. Alors du coup, là, on a voilà, un résultat qui sera le résultat de l'exécution de notre requête. Donc comme tout à l'heure, je fais query et ici je passe en paramètre la requête. Alors vous aurez certainement remarqué que tantôt on exécute, enfin tantôt on utilise exec, tantôt on utilise query. C'est tout simplement parce que query va renvoyer un certain objet, exec va renvoyer autre chose. Bon, ça c'est des détails d'implémentation, on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails pour ce qu'on veut faire ici. Bon, par contre, on n'a pas fini, on a exécuté notre requête, il faut vérifier si on a trouvé quelque chose. Donc, on va aller regarder ce qu'il y a dans la variable résultat. Rappelez-vous, je crois qu'on l'avait déjà fait dans la vidéo précédente. On regarde résultat et on va faire un petit fetch. Voilà, fetch pour aller trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, il y a deux cas. Soit on a trouvé la session c'est féminin, je mets un E. Soit on a trouvé la session, dans ce cas-là, tout va bien, on va pouvoir laisser passer l'utilisateur. Soit on n'a pas trouvé la session,
parce qu'elle n'existe pas ou bien parce qu'elle est expirée, et on se servira de ça pour rediriger l'utilisateur vers la page de login. Donc là aussi, on va faire un petit if. Donc la session, si session trouvée, alors ce qu'on peut faire, on peut laisser comme ça, on n'a pas besoin de comparer par rapport à quelque chose, parce que euh, si on a trouvé une session, cette variable sera non nulle. Et ça, c'est équivalent à true. Et si jamais on n'a rien trouvé, elle sera nulle, ce qui sera équivalent à false. Donc on ne rentrera pas dans le if, si c'est false. Donc, si on a trouvé la variable, eh bien, la session, pardon, on va retourner la valeur qu'on a trouvée. Donc je vais copier-coller ça. On va retourner ça. Et alors rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a sélectionné ici? On a sélectionné l'ID utilisateur. Donc dans session trouvée, on va renvoyer la valeur de l'ID utilisateur. Et comme tout à l'heure, si jamais on n'a pas trouvé, donc si on ne rentre pas dans le if, on retourne nul. Comme ça, le programme appelant saura si la vérification est OK ou ne l'est pas. Voilà, donc là je pense qu'on est prêt sur nos fonctions de session. Eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est les utiliser dans notre code. Alors, il faut qu'on l'utilise d'abord dans la page contrôle identifiant. Comme tout à l'heure, on avait ajouté le fichier db.php, on va aussi ajouter le fichier session.php pour avoir accès aux fonctions qu'on vient de développer. Donc ici, on est dans la page qui contrôle l'identifiant. Alors il y a deux cas, soit l'identifiant est correct, l'identifiant password est correct et l'authentification s'est bien passée, soit ça s'est mal passé. Si ça s'est mal passé, on ne va rien faire, on ne va pas créer de session. Par contre, si ça s'est bien passé, on va créer une session avant de rediriger l'utilisateur vers la page d'affichage des comptes. Alors comment on fait ça? Eh bien, on va utiliser tout simplement la fonction qu'on vient de créer, qui s'appelle créer session. Voilà. Alors rappelez-vous, il faut qu'on lui passe deux paramètres. Hein. C'est ce qu'on avait vu ici. Donc le PDO et l'ID d'utilisateur. Je pense d'ailleurs qu'il s'appelle pareil. Donc le PDO, c'est ce qu'on vient de créer ici. C'est ce qu'on vient de créer dans le fichier db.php qu'on a déjà utilisé d'ailleurs pour cette requête. Et l'ID d'utilisateur, il ne s'appelle pas ID utilisateur, c'est la valeur qu'on vient d'aller requêter en base et qu'on a déjà utilisé ici. Voilà. Ok. Mais c'est pas tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on a réussi à créer la session, eh bien on va la transmettre sous la forme d'une directive setCookie au navigateur. Et rappelez-vous, dans la fonction ici, on avait dit que si on arrivait à créer la session ici, on renvoyait l'ID de session, sinon on renvoie nul. Donc on va tester si session ID, ça veut dire si on a réussi à le créer, parce que s'il était nul, on ne rentrerait pas dans le if. Donc si session ID, eh bien on va faire un setCookie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on peut mettre beaucoup de choses en setCookie. Nous on va faire simple. On va mettre tout simplement le nom et la valeur. Alors le nom, on va l'appeler CGP comme Crédit Général Populaire Session ID, histoire de bien montrer que c'est nous qui l'avons créé. Et dans la valeur, eh ben, on va tout simplement mettre l'ID de session. Bon, c'est déjà une chaîne de caractères, donc je peux le mettre comme ça. Et ensuite, on redirige. Donc je vais déplacer, erreur de copier-coller. Voilà. Donc si on a réussi à créer la session, on set le cookie, on redirige vers la page afficher les comptes. Et sinon, on peut rediriger aussi vers la page ici de login et on va mettre erreur 2 par exemple parce que là on a eu un problème de création de session. C'est pas tout à fait la même erreur que quand
on a une mauvaise authentification à cause soit du login, soit du mot de passe. Voilà, donc là, on devrait être bon pour le contrôle d'identifiant. On sauvegarde. Et maintenant, eh bien, il faut aller travailler sur la page afficher les comptes. Rappelez-vous, c'est cette page qui n'était pas du tout sécurisée et en fait, il suffisait de connaître l'URL pour pouvoir accéder à cette page. Donc maintenant qu'on a à notre disposition la gestion de session, eh bien, on va l'utiliser. Donc comme tout à l'heure, on va faire un require once du fichier session.php. Voilà. Comme ça, on aura accès dans ce script-là aux fonctions de gestion des sessions. Et là, eh bien, on va aller vérifier si le cookie a été seté ou pas. Et d'ailleurs, vous allez voir que du coup, dans le cookie, on a l'identifiant de session. Et euh, quand on appelle vérifier session, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie l'ID d'utilisateur correspondant à la session. Du coup, on n'aura plus besoin de passer en paramètre ici l'ID d'utilisateur. Et ça va aussi nous aider et nous arranger pour pallier aux problèmes de sécurité de type IDOR qu'on avait identifié tout à l'heure. Alors allons-y, comment on fait ça? Donc, on va d'abord vérifier si le cookie existe. Rappelez-vous, c'est un peu comme ici, quand on passe un paramètre, ben, on n'est pas sûr qu'il ait été vraiment passé par l'utilisateur. Pour les cookies, c'est pareil. On va aller chercher dans la variable $_cookie mis à disposition par PHP la valeur du cookie. Mais d'abord, on va vérifier si cette variable a bien été setée pour éviter tout problème. Alors, c'est parti. Donc, je fais si la variable cookies, alors comment elle s'appelle? Eh bien là, on va aller chercher le cookie qu'on vient de créer. Et le cookie qu'on vient de créer, il s'appelle comme ceci. CGP comme Crédit Général Populaire Session ID. Donc ça veut dire que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une erreur si jamais le cookie n'est pas seté ou si on n'arrive pas à vérifier la session. C'est pour ça qu'ici, on est avec un point d'exclamation qui veut dire not. Hein, en logique booléenne, c'est le contraire de true. Donc, si le cookie n'est pas seté, ou bien s'il est seté, donc les deux barres verticales, c'est le ou logique. Donc, ou bien s'il est seté, mais que la vérification de la session échoue. Alors, eh bien là, il y aura un problème. Et on va rediriger l'utilisateur vers la page d'authentification. Et sinon, on continuera. Alors, rappelez-vous, dans vérifier session, il faut lui passer deux paramètres aussi. Ici, on avait vu, vérifier session, on a le PDO et l'ID de session. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Donc le PDO, il n'y a pas de problème, il a été créé dans ce petit bout de code. Et par contre, l'ID de session, eh bien, c'est justement la valeur du cookie. Voilà, donc cette condition veut dire, si le cookie n'est pas seté, ou bien si quand je vérifie la valeur de la session, eh bien j'échoue parce que je ne la trouve pas en base ou qu'elle a expiré, donc là on a un problème. Et bien dans ce cas-là, on va rediriger, comme tout à l'heure, l'utilisateur vers la page de login. Tout simplement. Donc location, et je lui dis d'aller voir la page de login.php. Et on s'arrête là, terminé, il n'a pas accès à la suite de la page. Sinon, si jamais ça se passe bien, parce que le cookie a bien été seté, et qu'en vérifiant la session, tout se passe bien, eh bien ce qu'on va faire, c'est que là, on va récupérer la sortie de vérifier session. Et
cette sortie-là, rappelez-vous ici, eh bien, c'était l'ID d'utilisateur. Donc l'ID d'utilisateur sera égal à ça. Et du coup, on n'a plus besoin d'aller regarder en paramètre l'ID d'utilisateur. Si on n'a plus besoin d'aller regarder ce paramètre-là, on n'a plus besoin non plus de l'envoyer. Tout ça, c'est plus nécessaire. Donc je l'enlève et au passage, on ne pourra plus utiliser la faille IDOR qu'il y avait à cet endroit. Puisque l'ID utilisateur ne sera plus passé en paramètre, mais il sera lu dans la session. Voilà, normalement c'est terminé, on va passer au test. Alors attention, j'ai oublié un petit point virgule ici. Voilà. Alors c'est parti pour les tests. Je vais essayer de me connecter en tant que John. John, mot de passe, John. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça marche pas, il me dit erreur 2. Ah oui, ok. Alors, pourquoi il me dit ça? C'est parce que ici, quand on fait le contrôle d'identification, que on a réussi à créer la session, on set le cookie, on met la directive location pour faire la redirection dans le header. Malheureusement, ça, c'est pas une instruction bloquante. Il faut lui dire que c'est fini. C'est pour ça qu'il faut sortir. Sinon, bah, il continue. Et en particulier, juste après, il fait cette redirection-là qui vient écraser la première. Ok, décidément, notre ami Julien a vraiment une tête en l'air. Espérons que cette fois-ci, ça va marcher. Alors, c'est parti. Voilà, j'essaye de me connecter en tant que John. Et cette fois-ci, je suis bien redirigé vers la page de consultation des comptes. Parfait. Est-ce que notre cookie est bien seté, comme on s'y attend? Alors, on va rafraîchir la page et on va regarder. Ici, on a bien notre cookie. Hein, Crédit Général Populaire, le cookie de session qui a été créé. Bon, parfait, on est content. Alors du coup, là, on a déjà corrigé le problème de la faille IDOR, puisque ici, on n'a plus le paramètre. Hein. Donc si je remets un paramètre, n'importe quelle valeur de ce paramètre, utilisateur, par exemple 1, eh bien, cette fois-ci, je ne peux plus accéder au compte des autres personnes. C'est normal, puisque ce paramètre n'est plus utilisé dans le code. On va chercher l'ID utilisateur qui est dans la session. Donc, on est bon pour cette faille déjà. Parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est la dernière faille là, qui était catastrophique. On copiait l'URL dans un autre navigateur où on ne s'était pas du tout connecté, et puis on est arrivé à accéder aux pages. Eh bien, on va voir si c'est toujours le cas. Donc, je vais ici, dans un autre navigateur, Edge, je tape l'URL, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fois-ci, je n'ai bien sûr pas accès. Hein. Il me redirige vers la page login. Donc là, je lui demande bien afficher compte.php et il me redirige vers la page login, ce qui est normal puisque ici, ne m'étant pas connecté, il n'y a pas de cookie de session. Donc côté serveur, il trouve que je ne me suis jamais authentifié et donc il me redirige vers la page d'authentification. Parfait, donc cette faille-là aussi est corrigée. Alors, il reste le point sur la gestion des erreurs qui était très mauvaise. Malheureusement, on avait détecté cette erreur ici sur la valeur du paramètre qu'on passait. Sauf que maintenant, on passe plus paramètre. Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas un autre endroit où les erreurs seraient mal gérées. Bon, il n'y a pas 50 endroits où on peut saisir des données. Il y a juste ici. Donc, imaginons que je mette n'importe quoi. Voilà, tout plein de caractères spéciaux en espérant que peut-être ça fasse un plantage. Eh bien oui, voilà. Donc là, bah, l'erreur est donc mal gérée. Hein. On tombe sur le même genre de problème que ce que John avait trouvé, mais à un autre endroit, tout simplement parce qu'il y a des caractères spéciaux qui visiblement posent problème dans le fichier contrôle identifiant. Eh bien, on va essayer de résoudre ce problème-là au niveau de notre code PHP. Donc je retourne dans contrôle identifiant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout notre code dans un bloc qu'on appelle try catch. C'est-à-dire qu'on va dire à PHP, essaye de faire tout ça. Voilà. Et si jamais, alors je vais l'indenter pour que ce soit plus propre.
Voilà. Si jamais il se produisait une exception euh, au cours de l'exécution de toutes ces instructions, attrape l'exception et fait quelque chose. Donc, catch l'exception, exception, il faut mettre les lettres dans le bon ordre. Décidément, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, ça veut dire attrape l'exception et mets-la dans la variable e, parce qu'éventuellement, on va pouvoir regarder les détails de l'exception, peut-être pour écrire des logs ou des choses comme ça. Mais en tout cas, surtout pas pour afficher sur l'écran de l'utilisateur le message d'erreur technique. Hein, puisque, rappelez-vous, là, le gros problème ici, c'est qu'on indique clairement quelle est la requête effectuée, le nom des tables, le nom des colonnes. Donc ça, ouais, c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux pirates. Eh bien, on va leur reprendre ce cadeau. Alors, on ne va pas faire une jolie page d'erreur, on pourrait, mais là, on va se contenter de dire, bah, erreur. Voilà. Donc là, si quelque chose se passe mal au cours du traitement ici, il va tout simplement mettre erreur. Il y a plein de choses qui pourraient mal se passer, hein. Par exemple, là, on n'a pas contrôlé que la variable identifiant avait bien été setée. Ici, on fait une connexion à la base de données, mais peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, il y a plein de choses qui auraient pu provoquer une exception et qui n'étaient pas gérées jusqu'ici. Bon, ben là, on gère tout d'un coup, pas très finement, mais bon, on va voir si ça marche. Alors, je retourne ici, je retourne sur ma page de login et je fais, voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il me dit juste erreur. Donc là, le pirate, il sait qu'il y a un problème, mais on lui donne le moins d'informations possible. Voilà, donc là, je pense que Julien, il a quand même progressé, corrigé un certain nombre de failles. Il va pouvoir s'empresser d'informer John des progrès qu'il a fait, et John va pouvoir essayer de creuser un peu plus pour voir s'il n'y aurait pas encore quand même quelques petits problèmes. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi Julien et John dans leurs merveilleuses aventures jusqu'ici. J'espère que vous avez appris des choses sur les failles qui sont quand même assez classiques, hein, comme IDOR. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer. Allez, portez-vous bien et vive la cyber.